Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je suis heureuse de recevoir Christine Lewicki, auteure et coach certifiée. Sa passion est de permettre aux femmes de prendre le pouvoir sur leur vie et de rayonner. Dans cet épisode, on parle de s'affranchir des diktats de la société et de reprendre le contrôle de sa vie en référence à son dernier livre, paru aux éditions Erol, Femme fière, libre et puissante. Christine nous explique notamment comment se reconnecter à son désir profond, retrouver un équilibre entre les différentes sphères de sa vie et s'affranchir des injonctions à se conformer. Parce que reconnecter à son pouvoir intérieur, c'est devenir une femme qui ose, sans culpabilité, et maîtresse de son destin. Un épisode riche et passionnant. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Christine. Bonjour, bonjour. Christine, je suis vraiment ravie de te recevoir dans Epion Podcast. Merci d'être là avec moi et avec ceux qui nous écoutent. Écoute, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Aujourd'hui, on va parler de fierté, de liberté, de puissance en référence à ton dernier livre, Femme fière, libre et puissante, 4 révélations pour ne plus être domestiquée par les diktats de la société, paru aux éditions Erol. Donc c'est un beau programme ensemble. Mais avant ça, Christine, pour ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ? Oui, donc je suis Christine Lewicki, je suis coach, conférencière, autrice de plusieurs best-sellers. Les plus connus sont les livres de la série J'arrête de râler et j'ai aussi écrit J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Je suis française et ça fait plus de 25 ans que je vis à Los Angeles, aux États-Unis, et voilà, et que j'accompagne des centaines de femmes à travers le monde, mais essentiellement en francophonie, à prendre en main les rênes de leur vie, à découvrir leurs talents, à reconnecter avec leurs désirs, à reconnecter avec leur corps et à connecter avec toute leur puissance et leur lumière. Un vaste et beau programme. Alors, justement, dans le dernier livre que tu as sorti, tu commences ce livre en dressant un peu un portrait, une situation de la femme occidentale, on va dire, actuellement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu identifies un paradoxe, c'est que, paradoxalement, la femme s'étant émancipée d'un certain nombre de choses, elle s'est quand même aussi enfermée dans une sorte de prison qui l'éloigne parfois un peu d'elle-même, qui la prive aussi de temps en temps de liberté et de sens, avec à la clé un épuisement assez fort à jongler entre la famille et le travail. Et tu écris « Le problème de la Wonder Woman, c'est qu'elle ne s'arrête jamais, vu que c'est un personnage fictif. » Et ma première question pour toi, Christine, c'était comment ça se fait que cette image de la Wonder Woman s'est érigée en une norme socialement valorisée et pourquoi c'est important de remettre en question ça ? En fait, je crois que cette image de la Wonder Woman, de la femme qui assure sur tous les fronts, c'est ça la Wonder Woman, c'est la femme qui assure au boulot, à la maison, qui en plus est en forme et souriante et bien habillée et voilà toutes ces injonctions qu'on reçoit de tous les côtés. En fait, elle a émergé avec les femmes de ma génération. Et un petit peu avant, donc moi j'ai 50 ans, et donc quand je suis née en 1974, et c'est à ce moment-là où la contraception est arrivée dans la vie des femmes, où on a pu avoir accès à la contraception. Et donc ça a changé énormément de choses, parce que du coup, les femmes ont pu faire des études. Les femmes de ma génération, on était les premières à faire des bac+5 et à pouvoir, il n'y avait plus de limite en fait à notre éducation. Parce qu'avant, dans le passé, on était ralenti par le fait que on tombait enceinte, on tombait amoureuse, on tombait enceinte, et donc nos études, notre carrière professionnelle étaient ralenties automatiquement. Donc, avec la contraception, on a été une génération où, quand on est arrivé sur le monde du travail, on nous a dit « vous pouvez tout avoir, les filles ».
ça y est, vous pouvez tout avoir maintenant, vous pouvez avoir la carrière et la famille. Évidemment, on nous a bien dit aussi qu'il fallait qu'on ait la famille, parce qu'on était encore beaucoup, ça change maintenant ces derniers temps, mais on était quand même beaucoup dans l'arc narratif qui disait qu'une femme, pour être réalisée, pour être accomplie, pour être heureuse, doit absolument être accompagnée d'un mari et des enfants. C'était la clé du bonheur, la voie toute tracée, c'était ça qu'il fallait faire quoi qu'il arrive, mais on pouvait tout avoir, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir ça, bien évidemment, mais en plus, on pouvait avoir la carrière. Donc c'était quelque chose de formidable. Finalement, on pouvait gravir les échelons, on pouvait devenir directrice, présidente, ce qu'on voulait, il n'y avait plus de limite. Sauf que la société ne s'est pas réorganisée pour ça. Les entreprises ont continué à fonctionner de la même manière, à avoir des réunions jusqu'à 19h, jusqu'à 20h. Rien n'a changé. La charge domestique est restée en grande partie encore entre les mains des femmes. Et donc, les femmes se sont retrouvées à être fatiguées, épuisées, à essayer d'être des Wonder Woman, justement, d'être sur tous les fronts en même temps. Parce que quelque part, elles n'avaient pas le choix. Si elles avaient eu un désir d'enfant et qu'elles étaient mères, quelque part, on leur disait d'élever leurs enfants comme si elles ne travaillaient pas et de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants. Donc, c'est cette espèce d'injonction impossible. En fait, quoi qu'il arrive, on n'est jamais satisfaite. Et c'est ça qui fait que les femmes essayent d'y arriver quand même. C'est ça qui amène à de nombreux burn-out. Aujourd'hui, il y a vraiment un constat très, très clair. Et moi, je suis coach depuis maintenant 20 ans et je le remarque très, très clairement depuis 10 ans. Il y a un taux de burn-out chez les femmes qui est très, très important. Et justement, si on parle de ton expérience personnelle, toi, tu écris « J'aspirais à une vie équilibrée dans laquelle je pourrais assumer mes responsabilités et savourer la vie ». À quel moment tu t'es dit que tu n'y étais pas et que c'était quand même assez difficile sans changer quelques paramètres ? Alors, en fait, moi, j'ai eu une prise de conscience assez radicale un jour, en fait, qui a donné un virage complet à ma vie. Donc, j'étais coach depuis quelques années et à l'époque, depuis toujours, c'est toujours très important pour moi que j'applique à moi-même ce que je prêche à mes clients. Et c'est vrai qu'en tant que coach, on a plein d'outils et on a plein de visions et de changements de perspective sur les situations pour permettre à nos clients qu'on coach à être acteurs de solutions plutôt que victimes des situations. C'est vraiment ça le coaching, on s'intéresse pas trop à essayer de juger comment on en est arrivé là. On s'intéresse surtout de se dire, OK, qu'est-ce que je fais? Quels sont les moyens que je peux déployer aujourd'hui pour améliorer ma vie, pour être actrice de solutions? Donc, moi, j'étais dans cette quête d'appliquer à moi-même ce que je prêchais à mes clients. Et donc, je passais mes journées à prêcher à mes clients qu'il fallait être acteur de solutions plutôt que victime des situations. Et j'essayais vraiment le plus rapidement possible dans mes sessions de coaching de permettre cette bascule de perspective sur la situation pour qu'on puisse concentrer le coaching sur la mise en place de plans d'action et tout ça. Et un soir, je me suis couchée dans mon lit. Donc moi, à l'époque, j'étais entrepreneuse, j'avais mon business. Et puis à la maison, j'avais 3 enfants en bas âge avec, bien évidemment, un frigo vide, une maison en bazar, des jouets pas rangés, des bains à donner, des enfants fatigués, un compte en banque qui se vide plus vite qu'il ne se remplit. Enfin, la réalité du quotidien de beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi. Et là, un soir, je me suis couchée, vraiment après avoir couché mes enfants, en ayant vraiment l'impression que je venais de passer une journée pourrie. Je me suis allongée dans mon lit, vraiment en mode « Ah, enfin, enfin !» Genre, un peu, c'était « Ah, enfin, je peux être bien. Enfin, je peux être bien. » Sauf qu'il était 21h45. Et je me dis, c'est un petit peu tard dans la journée, 21h45 du soir, pour enfin te sentir bien. Et là, j'ai réalisé que moi, j'étais victime de ma situation à la maison, de ma situation de femme qui essaye d'assurer sur tous les fronts. C'était pas que la maison, mais j'étais victime de cette situation de la femme qui essaye d'assurer sur tous les fronts, de développer son business, d'élever ses enfants. Et donc, j'ai réalisé que moi, je résistais, en fait. J'étais constamment en mode résistance. C'est pour ça qu'en fin de journée dans mon lit, j'avais cette impression de enfin, parce que je pouvais lâcher cette résistance. Et je me suis dit, un jour, Christine, tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai pas envie de passer ma vie à résister ma vie. Surtout que je voyais bien qu'il y avait des choses bien dans ma vie aussi. Je voyais bien que je vis dans une super ville. J'ai mon mari qui m'aime, mes enfants, ça se passait bien, tout le monde est en bonne santé. J'ai des problèmes, évidemment, j'ai des soucis comme tout le monde, mais quand même, globalement, tout va bien. Il se passe rien de grave. C'est juste la vie ordinaire est stressante et il y en a un peu trop sur tous les fronts, mais quand même. Donc moi, j'avais envie d'apprendre à savourer ma vie. J'avais envie d'arrêter de résister ma vie et d'apprendre à savourer ma vie. Et c'est là où, ce fameux soir, je me suis dit, mais OK, mais concrètement, c'est bien gentil d'avoir cette
on appelle ça un aha moment en anglais. Ce moment où on fait « Ah oui, il faut que j'arrête de résister ma vie, il faut que j'apprenne à savourer ma vie ». Mais moi, en mode un peu coach, je me suis dit « Ok, Christine, concrètement, tu fais quoi? C'est quoi ton plan d'action demain matin quand tu te lèves ?» Parce qu'avoir des belles idées, c'est bien gentil, mais demain matin, ta vie va reprendre. Demain matin, tu vas retourner dans la roue du hamster, à courir partout sans aller nulle part, ou comme une poule à qui on a coupé la tête, qui essaie de tout faire et qui n'en peut plus. Et donc, qu'est-ce qui fait que demain matin, tu vas te réveiller, tu vas faire quelque chose de différent? Et c'est là où j'ai décidé que j'allais arrêter de râler. Je me suis dit ça, arrêter de râler, c'est quelque chose de concret. Si j'arrive à arrêter de râler, ça veut dire que j'ai réussi à ne plus résister ma vie. Pour moi, c'était la chose tangible et mesurable sur laquelle je pouvais m'appuyer. Si j'arrête de râler, ça veut dire que j'arrête de résister ma vie. Et ça veut dire que j'ai changé ma posture. Donc, je me suis lancée dans un challenge pour ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. À chaque fois que je râlais, chaque jour où je râlais, je remettais les compteurs à zéro. Et donc, j'ai mis 4 mois à faire 21 jours consécutifs sans râler. J'avais un bracelet à mon poignet. À chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de poignet, du poignet droit au poignet gauche, du poignet gauche au poignet droit. Et mon objectif était de m'améliorer chaque jour pour réussir à faire un jour sans râler, après 3 jours sans râler, après 5 jours sans râler. Je recommençais à zéro régulièrement. Et finalement, à chaque fois, comme je tirais les leçons de mon chemin, j'ai progressé. Il y a un blog qui s'appelle j'arrête-de-râler.com sur lequel tous les jours, je postais une vidéo pour raconter ce que j'ai appris. Donc, ce blog existe toujours et ce blog est parti en viral sur les réseaux sociaux. Il y a des milliers de personnes qui ont regardé mes vidéos à l'époque. Et grâce à ça, j'ai signé un contrat d'édition avec Erol. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre, J'arrête de râler, qui est devenu un gros best-seller. Ce que j'ai compris, le plus important pour les auditrices, là, pour rester sur le sujet qui est le sujet de la femme, de la Wonder Woman, j'ai réalisé que dans plein de domaines de ma vie, en fait, j'étais en train de me sacrifier. Et notamment à la maison, j'étais beaucoup en train de me sacrifier parce que j'avais cette culpabilité de ne pas être suffisamment avec eux parce que je travaillais. Bah, du coup, quand j'étais avec eux, je me sacrifiais pour eux. Ou alors, peut-être que j'avais la culpabilité que pendant quelque temps, j'ai ramené moins de revenus quand j'ai lancé mon activité. Peut-être que je ramenais moins de revenus financiers vis-à-vis de mon conjoint. Et donc, j'avais une culpabilité financière. Je ramenais aussi moins de revenus parce que je m'occupais des enfants. Donc, je travaillais moins. Donc, j'avais cette culpabilité financière, ce qui veut dire que aussi dans mon couple, j'avais une culpabilité. Au niveau de l'argent, j'avais beaucoup de mal à dépenser de l'argent pour moi, à prendre du temps pour moi, en fait, à juste même du temps pour moi, je culpabilisais de le faire. Donc, je ne prenais pas soin de moi, je n'investissais pas en moi, j'essayais de tout faire avec les moyens du bord et j'étais en train de devenir très fatiguée. Et donc, j'ai réalisé que pour arrêter, la plus grande erreur que les gens pensent quand je fais des conférences, j'interviens régulièrement en entreprise sur J'arrête de râler. Et quand je parle de J'arrête de râler, il y a des femmes qui disent « Ah ben oui, mais donc maintenant, c'est une injonction de plus, on doit non seulement tout faire, mais en plus, on n'a même plus le droit de râler. » Et moi, je leur dis, non, non, c'est pas du tout ça la démarche d'arrêter de râler. La démarche d'arrêter de râler, c'est de se dire, OK, si je râle autant dans ma vie, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont pas dans ma vie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent changer. La râlerie est un signe que quelque chose doit changer. Et donc, arrêter de râler, ça veut dire se créer une vie qui nous fait moins râler. Je crée une vie où j'ai moins de raisons de râler. C'est pas une vie où je râle moins, je continue à tout faire, mais je la ferme et je garde un sourire sur mon visage. C'est non, je crée une vie où j'ai moins de raisons de râler. Et moi, j'ai réalisé que la première chose à faire pour avoir moins de raisons de râler, c'était d'arrêter de me sacrifier et de m'accorder la permission de me mettre en premier dans ma vie. Et c'était impossible pour moi de ne pas râler sur mes enfants, de ne pas râler sur mon conjoint, de ne pas râler sur tout ce qui se passait, si j'avais l'impression de me sacrifier, si j'avais l'impression de tout donner aux autres. C'était vraiment ça, cette expression de dire, mais j'ai l'impression que je leur donne tout et eux, et que j'ai pas assez en retour, en fait. Moi, j'ai pas assez en retour. Je me suis dit, en fait, j'ai pas assez en retour, mais moi-même, je me donne rien. Comment est-ce que je peux espérer à ce que les autres me donnent quelque chose alors que moi-même, je m'accorde rien? Je suis en train de bosser ou d'assumer mes responsabilités familiales. Et tu soulignes bien que arrêter de râler, c'est pas effectivement tout accepter et dire oui, oui, mais c'est aussi passer d'une forme de désobéissance à de la coopération. Ça, je trouve que c'est un point important. Passer de l'obéissance à la coopération, oui. Ça, quand j'ai arrêté de râler, je me suis dit, OK, donc maintenant, râler en bas des escaliers pour que mes enfants viennent vider le lave-vaisselle n'est plus une option. D'accord? Parce qu'avant, c'est ça que je faisais. Hein. Quand j'étais dans la cuisine, comme une poule à qui on a coupé la tête à essayer de tout faire, tout d'un coup, je réalise que le lave-vaisselle n'est pas vidé. Je vais en bas des escaliers et je braille pour appeler mes enfants, pour leur dire qui vient vider la vaisselle, c'est le tour de qui? Et puis mes enfants sont en haut de l'escalier en train de brailler. Mais c'est pas juste parce que hier, c'était le tour d'un tel. Et puis en fait, hier, on était au restaurant, donc on n'a pas vidé le lave-vaisselle. Ah bon, voilà, c'était typique, scénario typique que toutes les familles doivent reconnaître, hein, mais s'écoutant. Donc, à partir du moment où j'ai réalisé que râler en bas des escaliers n'était plus une option, vu que j'avais fait le pari de ne plus râler,
Eh ben, j'ai fait le choix de monter les escaliers. C'était dur parce qu'il y a une part de moi qui était là, mais c'est à eux de descendre, déjà que moi je fais tout. Mais j'ai pris un peu sur moi, sur mon ego, et j'ai monté les escaliers. Je suis allée voir mes enfants et je leur ai dit, écoutez, manifestement, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'on avait organisé un système de tours, on avait eu un conseil de famille pour qui viderait de la vaisselle. Manifestement, c'est toujours la bataille. On ne va pas chercher à savoir qui est le coupable, c'est pas ça qui est intéressant. Et donc là, j'ai pu leur parler avec mon ressenti et j'ai pu leur dire, vous savez, moi, c'est pas drôle pour moi d'être à la maison, en fait. Et en fait, ça me convient pas de pas être heureuse chez moi. On a une jolie maison, on s'aime dans la maison, on s'entend bien. Comment ça se fait que moi, je suis comme une poule à qui on a coupé la tête à essayer de tout faire pendant que vous jouez au Lego? Et je comprends que vous avez besoin de jouer, mais moi aussi, j'ai besoin d'être bien chez moi. Donc, vous avez besoin de jouer et j'ai envie que vous puissiez avoir du temps pour jouer. C'est important pour moi en tant que votre maman que vous puissiez jouer après l'école. Mais moi aussi, j'ai besoin de pas être toujours en train de tout porter sur mes épaules. Ça marche pas pour moi. C'est pas drôle pour moi de vivre dans cette maison. Parfois, j'ai pas envie d'être là parce que c'est pas drôle ce que je fais. Je fais que des choses pas drôles. Et donc, j'ai envie de passer du bon temps avec vous. J'ai envie que ce soit différent. Et là, mes enfants ont entendu ce que j'ai dit parce que j'étais pas en train de les accuser, j'étais pas en train de leur donner des ordres. Mais donc j'ai mon aîné qui me dit, maman, moi je veux bien t'aider, je comprends, j'ai envie de t'aider, mais je veux pas t'obéir. Et là, j'ai trouvé ça brillant quand elle m'a dit ça. Je me suis dit, mais c'est formidable parce qu'en fait, elle a raison. Qui a envie d'obéir? Si mon mari rentrait le soir et me disait, ah ben t'as pas fait le dîner, il faut que tu fasses le dîner maintenant, je l'enverrais balader. Je ne serais plus avec mon mari, on aurait divorcé depuis longtemps. Donc la nature humaine, on est des êtres humains et d'un point de vue fondamental, on est des êtres libres. Et ce à quoi on aspire le plus, c'est à préserver notre liberté. Et donc, quand dans une famille, on est dans un schéma où en fait, on est en train de chercher à ce que nos enfants nous obéissent, alors parfois, on a fait un conseil de famille, comme on a essayé de trouver un accord, mais en fait, en toute honnêteté, les autres étaient priés d'être d'accord. C'était un ordre déguisé quelque part, c'était une obéissance déguisée dans de la bienveillance. Et donc, c'était ça que j'essayais, moi. J'avais dit à mes enfants, c'est à votre tour de vider la vaisselle. On avait fait un conseil de famille pour vider les tours. Enfin bref. Et donc là, on a complètement changé la conversation et on s'est dit, OK, donc on doit trouver une organisation où chacun contribue, mais par contre, on n'est pas dans un schéma d'obéissance. Et moi, je leur ai dit, OK, je veux bien considérer cette possibilité, mais il y a une part de moi qui doute que ça va marcher. Il y a une part de moi qui doute que si je ne suis pas le gendarme de service, il va effectivement se passer des choses dans la maison. Vous allez m'aider à prendre soin de la maison. On va prendre soin de la maison collectivement. Il y a une part de moi qui doute. Et ma fille m'a dit, bah oui, mais moi, je veux faire, par exemple, des choses, mais pas à un horaire précis où tu me demandes de le faire. Par exemple, si tu me demandes de vider le lave-vaisselle avant le dîner, ben, ça ne m'arrange pas parce que c'est le moment où je suis en train de jouer. Je dis, OK, donc tu veux le faire, tu ne veux pas obéir et tu veux le faire quand tu veux. Je dis, OK, donc du coup, quelles sont les tâches que tu es prête à prendre? Quelles sont les tâches que tu veux bien faire quand tu veux? Et comment on s'organise pour être sûr que ce soit fait effectivement. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est que mes enfants se sont mis à laver leur propre linge. Et ça, c'était formidable parce que si jamais ils ne lavaient pas leur propre linge, eh ben, c'était leur problème, c'était pas le mien. D'accord? Et donc ça se régulait automatiquement parce que quand elles n'avaient plus rien à se mettre et que tout était sale, elles pouvaient éventuellement emprunter les vêtements de leur sœur ou voilà, ou alors remettre un vêtement à l'envers ou remettre un vêtement sale et après elles mettaient leur machine à laver. Donc ça, on a commencé par ça. Et puis à partir de là, elles ont pu comprendre en fait que c'était normal qu'elles prennent en charge des choses qui concernent leur vie. En fait, l'idée vraiment, ce que je cherche à transmettre comme message fort dans mon nouveau livre et dans mes anciens livres, c'est que c'est une profonde anomalie de penser que c'est normal que ce soit les femmes qui portent la maison sur leurs épaules. Il n'y a rien qui justifie, même si les femmes ne travaillent pas, même si elles sont mères au foyer, il n'y a rien qui justifie que ce sont elles qui font tous les repas. Il n'y a rien qui justifie que ce sont elles qui font le ménage. Il n'y a rien qui justifie que ce sont elles qui changent les draps des lits et qui font les lessives. Il n'y a rien qui justifie, nous sommes tous des êtres humains indépendants. À partir du moment où on a plus que 5 ans, on est capable de passer un balai, on est capable de mettre en route une machine à laver le linge. Il n'y a rien qui justifie que ce soit la femme qui porte l'intégralité de la logistique dans sa maison. Que ce soit le linge, que ce soit les repas, que ce soit les courses même. Pourquoi est-ce que c'est la femme qui porte ça en majorité dans les foyers? Alors, en toute honnêteté, il y a des améliorations. Il y a de plus en plus, ça va dans le bon sens.
Ça va dans le bon sens, mais pas assez vite. Ça va pas assez vite. Et ça va pas assez vite, pourquoi? Parce que les femmes tolèrent de continuer à le faire. Parce que les femmes tolèrent de continuer à le faire, que le changement ne va pas assez vite. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, si on se parle de la charge mentale des femmes, je reprends ta définition qui est écrite dans ton livre. Tu écris: la charge mentale, ça désigne le fait d'avoir constamment en tête des tâches domestiques, sociales et éducatives, même lorsqu'on est en train de les accomplir. Donc c'est tout l'aspect aliénant de la chose. Mais surtout, tu nous expliques que cette charge mentale, elle provient de l'extérieur, mais aussi de soi, avec ce paradoxe de la reine et la servante. Est-ce que tu peux nous le réexpliquer parce que je l'ai trouvé super intéressant? Oui, alors cette image du syndrome de la reine ou de la servante, je l'ai découvert dans le livre de Titiou Lecoq, dont j'ai oublié le titre, mais c'est le livre dans lequel elle parle de la répartition des tâches ménagères. Et donc, elle explique que beaucoup de femmes, hein, quand on parle avec nos copines et qu'on discute un peu de comment ça se passe à la maison, il y a souvent cette impression de dire: j'ai l'impression d'être la boniche de service. J'ai l'impression d'être la boniche de service. Ou alors on dit à nos enfants: vous n'êtes pas à l'hôtel ici. Enfin bon, ce genre d'expression, on connaît toutes, on sait exactement de quoi on parle. C'est cette impression qu'on est la servante et où on appelle ça la petite fée qui passe derrière tout le monde. Et les autres se rendent pas compte. C'est vraiment ce que j'appelle aussi le travail invisible des femmes, hein. C'est tout un travail qu'on fait, des tâches qu'on fait, et personne ne se rend compte. Tout le monde trouve ça normal. Donc personne ne se rend compte qu'on est en train de faire ça. Et donc on a cette impression d'être la servante. Et c'est souvent une souffrance pour les femmes. Et d'un autre côté, il y a un autre phénomène qu'on ne voit peut-être pas toujours, c'est qu'on tient aussi dans la maison un rôle de reine. Un rôle de reine, c'est-à-dire que parce que la grande partie de la logistique de la maison repose sur nos épaules, en fait, nous, on a pris cette responsabilité quelque part, et donc on sait où les choses se rangent, comment les choses se rangent. On a mis en place des systèmes, et du coup, on a des attentes, on a des standards de rangement. Le lave-vaisselle, on le charge de cette manière-là. Ce placard, les draps, on les range de cette manière-là. Le linge des enfants, il est rangé de cette manière-là. Les lessives, on les fait de cette manière-là. Et donc, il y a plein de méthodes et plein de process qui sont les nôtres, parce qu'en grande partie, c'est souvent nous qui font. Mais du coup, quand on veut déléguer, on a du mal à lâcher prise sur cette posture de reine qui contrôle les process et les méthodes. Et donc, quand les autres font, très souvent, on refait derrière eux, ou alors on leur explique qu'ils n'ont pas bien fait. Et donc, quelque part, on sabote le désir de l'autre d'apprendre ou de développer son autonomie par rapport à sa manière de faire. Et donc ça arrive très, très souvent. Les femmes disent: oui, mes enfants, je leur demande de ranger leur linge, mais après, je replie tout dans la commode derrière, ou voilà, où c'est pas repassé comme il faut. On a des standards. Et ça, en fait, c'est quelque part, il y a une part de nous, on n'a peut-être pas conscience, mais il y a une part de nous qui aimons ça. Parce qu'au moins, c'est notre kingdom, c'est notre royaume. Et sur ce royaume, on a du contrôle. Sur ce royaume, on a du pouvoir, en fait. On a beaucoup de pouvoir sur ce royaume. Et c'est un espace de pouvoir pour la femme. Et donc, si on veut que les autres nous aident, il faut absolument qu'on apprenne à lâcher ce pouvoir et qu'on ne soit pas dans un mode d'obéissance de c'est moi qui ai le pouvoir et vous allez m'obéir pour répondre à mes standards, mais qu'on soit bien au contraire dans un système d'autonomie où en se disant je ne suis pas la reine, je suis un citoyen parmi les citoyens. Je suis un citoyen de cette maison parmi les citoyens, je suis égal à vous. En fait, je n'ai pas besoin de faire plus que vous, on doit faire égalité, et dans les décisions, dans les choix, dans l'organisation. Après, j'ai peut-être une sensibilité particulière ou un intérêt particulier, et voilà, je peux exprimer cette sensibilité et cet intérêt particulier sur certaines choses. Mais ce lâcher prise, ce lâcher de contrôle, en fait, il y a besoin de lâcher le contrôle pour que les autres puissent prendre leur place. Et parfois, on a du mal à le faire, notamment si on trouve qu'on a peu de contrôle dans d'autres domaines de notre vie. Si on trouve qu'on a peu de pouvoir, si on a du mal à avoir du pouvoir au travail, si on a du mal à avoir du pouvoir dans notre relation de couple, si on a du mal, voilà, s'il y a différents domaines de notre vie, ou si on a du mal à avoir du pouvoir sur notre corps et sur notre santé, on se sent un peu, on a du mal à suivre, on a du mal à prendre soin de nous, au moins sur la maison, on a une zone de pouvoir. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on exerce notre zone de pouvoir, on entretient une culture intérieure, en fait, où ça va être très compliqué pour les autres de prendre leur place. Tu penses que c'est ça qui explique la recrudescence de ce qu'on appelle les tradwives? Toi qui vis aux États-Unis, tu as dû entendre pas mal d'exemples de ces femmes qui prônent la vie à la maison parfaite. Tu en penses quoi de ce phénomène? Ça me fait penser un peu à ça.
J'ai pas d'avis particulier sur ce phénomène. Moi, je pars du principe que chacun vit sa vie comme il a envie. Peut-être qu'il y a des femmes qui ont un vrai bonheur à être décoratrice d'intérieur, un vrai bonheur à être cuisinière, un vrai bonheur à être soumise aussi. Au moins, elles n'ont pas de décision à prendre, elles n'ont pas de charge mentale, elles font. Elles sont prises en charge, elles sont prises en main par leur conjoint, elles n'ont pas à s'inquiéter si c'est ce qu'elles veulent. Si c'est ce qu'elles veulent, moi, chacun vit sa vie comme il a envie. À partir du moment où c'est en conscience et que c'est un vrai choix. J'ai pas d'avis particulier. Chacun, on est amené à être créatrice de notre vie et à choisir quelle vie on a envie de vivre. Apprendre à se connaître, apprendre à connaître qu'est-ce qui, moi, m'intéresse, où est-ce que j'ai envie de consacrer mon temps et mon énergie. Chaque jour de notre vie, c'est un cadeau. Chaque jour de notre vie, on a de l'énergie et on a la journée à vivre. Où est-ce que j'ai envie de mettre mon attention aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie de mettre mon attention sur le rangement de ma maison? Ou sur la cuisine des repas? Ou est-ce que j'ai envie de mettre mon attention? Il y a d'autres choses qui m'intéressent plus, qui me passionnent, Voilà, c'est ça la vraie question. Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent, mais Christine, moi, je suis à milieu de ça. Je suis à milieu de faire ce que j'ai envie de faire dans ma journée. Je passe ma journée à chercher à être à la hauteur des attentes des autres, que ce soit mon patron, que ce soit mes collègues, que ce soit mon conjoint, mes enfants. Toute mon attention est à l'extérieur de moi, à essayer de décrocher mon salaire, de remplir le frigo et que mes enfants aient des bonnes notes à l'école et que mon mariage ne clapote pas. Je passe mon énergie à faire tout ça, mais moi, j'ai même pas l'espace pour me poser la question de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je veux. Beaucoup de femmes me disent, je me suis perdue dans cette double responsabilité professionnelle et familiale. Ben moi, je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus qui je veux. Et je dis double responsabilité. Il y a la responsabilité professionnelle, il y a la responsabilité familiale, et après, il y a tous les dictats de la société qui reposent sur le fait d'être femme. D'accord? Il faut être féminine, il faut être souriante, il faut être serviable, il faut être jeune, il faut être mince, il faut être belle, il faut être bien habillée. Donc, en plus de tout ça, il y a aussi cette quête-là d'essayer d'être à la hauteur de ces attentes-là, en plus. D'ailleurs, les études montrent qu'effectivement, cette charge mentale, si je reprends les chiffres de la dernière enquête IFOP, 70% des femmes ressentent une charge mentale et un quart d'entre elles freinent leur carrière. Il y a aussi des chiffres en ce sens dans ton livre. Donc finalement, il y a un vrai impact sur l'épanouissement des femmes parce que d'une part, à la maison, il y a cette charge mentale et en plus, elles réfrènent leur temps de travail. Donc forcément, ça implique une carrière qui va être plus lente que celle des hommes et donc un impact financier. Et donc en fait, c'est une sorte de boucle. Et puis aussi une carrière parfois moins intéressante parce qu'on reste dans des postures, on reste dans des postes où justement beaucoup de femmes racontent qu'elles n'ont pas postulé pour tel ou tel poste parce que c'était un poste qui nécessitait des déplacements et du coup c'était pas possible parce que c'était elle qui devait aller chercher les enfants à l'école ou c'était elle qui était garante de ce pont entre la fin de l'école et la fin de la journée et c'était elle qui tenait ce rôle d'être le lien familial premier avec les enfants en dehors de l'école. Et donc, voilà, des femmes qui n'ont pas postulé à ce poste qui nécessitait le placement ou qui n'ont pas osé demander la promotion ou se positionner pour envisager même la promotion. Elles ne l'ont pas fait parce qu'elles se sont dit, si j'ai la promotion, il y aura des conseils d'administration, il y aura ceci, il y aura cela, ça sera des horaires qui ne seront pas compatibles avec ma responsabilité familiale. Et donc ça, c'est pareil. On fait des enfants, mais on a tellement dit aux femmes que notre destinée, c'était d'être mariées, d'avoir des enfants, que du coup, on a continué en disant que c'était notre responsabilité d'avoir des enfants. Alors qu'en fait, avoir un enfant, c'est la responsabilité du père et de la maman. Enfin, il y a une égalité de responsabilité d'élever l'enfant, de son épanouissement, de son bonheur, de sa satisfaction, de sa santé, Et en fait, la société et beaucoup de femmes ont pris cette responsabilité à temps plein. Et du coup, elles ont ralenti leur carrière ou elles ont fait des choix de temps partiel, souvent aussi pour se préserver parce que c'était compliqué de devoir tout gérer. Donc, elles ont fait des choix d'être à temps partiel. Et ça aussi, ça a réduit leur salaire, ça a réduit leur opportunité d'être promues ou de pouvoir postuler à certains postes. Et donc, du coup, elles se retrouvent dans parfois des postes moins intéressants. Souvent, ce qui sauve, c'est qu'elles ont des collègues sympas et qu'il y a une bonne ambiance. C'est la raison pour laquelle elles restent. Mais après, il n'y a pas un épanouissement professionnel aussi important que ce qu'elles pourraient espérer avoir. Et il y a une espèce de culpabilité financière constante de se dire, je gagne moins que mon conjoint,
Ou alors, je ne gagne pas assez si je suis toute seule. J'ai du mal à finir les fins de mois. Je galère financièrement parce qu'il n'y a pas une autonomie financière, parce que les femmes n'ont pas pleinement accédé à cette autonomie financière. Et du coup, je me sacrifie. Du coup, j'accepte de faire plus. Du coup, j'accepte de me faire passer en dernier. Du coup, j'accepte de donner toute mon énergie, tout mon argent aux autres, en fait. Et moi, il n'y a plus rien pour moi. Quand moi, je veux investir dans un programme de coaching, quand moi, je veux investir avec un nutritionniste, avec un coach sportif, avec un coach de vie, quand moi, voilà, ou me faire une formation, je ne le fais pas parce que je me dis que je ne peux pas. Et souvent, ce je peux pas, en fait, est la conséquence du fait que, à la base, on a pris la responsabilité familiale sur nos épaules et on a fait des choix qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons pas cette autonomie financière. Et donc, je pense que c'est important aussi dans les couples d'avoir cette conversation et de réaliser que si votre conjoint gagne plus, c'est en grande partie parce que vous avez investi énormément dans leur carrière. Comment est-ce que vous avez investi dans leur carrière en les laissant travailler jusqu'à 20 heures du soir alors que vous alliez chercher les enfants? À chaque fois que vous êtes allé chercher les enfants, à chaque fois que vous avez posé des congés pendant les vacances, à chaque fois que vous vous êtes arrêté même en congé maternité et que votre conjoint continuait à travailler, vous étiez en train d'investir dans la carrière de votre mari. Vous avez contribué à la situation financière de votre conjoint aujourd'hui. Et donc, c'est important que ce soit clair, ça, dans la relation. Et que du coup, on rééquilibre énergétiquement les choses. Parce qu'aujourd'hui, la femme se sent coupable. Donc, non seulement elle a déjà contribué énormément, mais en plus, elle se sent encore coupable de ne pas ramener assez, de ne pas gagner assez. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux, en fait. Alors, dans ton livre, tu nous proposes des axes, justement, pour sortir un peu de ces schémas. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre volontairement. Je voudrais qu'on commence par un axe que tu exposes dans ton livre, qui est l'axe du désir. Alors, tu nous expliques qu'aujourd'hui, paradoxalement, on a une vie qui est quand même matériellement très confortable, mais que souvent, ce confort cache un vide intérieur profond et qu'on est déconnecté de ses désirs, soit en étant consommatrice, soit en étant spectatrice. Comment on arrive justement à se reconnecter et à cultiver ce qui vraiment fait sens pour nous? C'est ce désir profond que tu évoques dans ton livre. Voilà, donc pour revenir encore à cette situation de ces femmes qui viennent vers moi et qui me disent: «Je me suis perdue, je ne sais même pas ce que je veux, je ne sais même pas ce que je vaux». Et je crois que c'est vraiment ça, c'est revenir à soi. On a tellement l'attention à l'extérieur de soi, sur ce que les autres attendent de nous, ou ce que les autres pensent de nous, ou ce qu'on a peur qu'ils puissent penser de nous, et de quoi les autres ont besoin, en fait. Qu'est-ce que les autres, voilà, donc les autres, notre enfant, notre conjoint, notre maison, nos collègues, notre patron, et toute la société, avec toutes les injonctions de la société sur les femmes. Donc, toute notre attention à l'extérieur de nous. Donc, la première chose pour reconnecter, c'est d'inverser son attention et d'avoir des moments dans sa semaine, dans sa journée, dans son année, où on va faire de l'introspection. L'introspection, c'est je place mon attention à l'intérieur de moi et j'apprends à me connaître. Donc, une première chose déjà, je pense, c'est d'apprendre à se connaître et d'apprendre à connaître qui suis-je, au-delà d'être la salariée de telle entreprise, au-delà d'être la maman d'un tel et d'un tel, l'épouse d'un tel et d'un tel, la fille d'un tel et d'un tel. Qui suis-je? Qui suis-je? Moi. Quand je suis née sur cette terre avec des forces, avec des talents uniques, avec des centres d'intérêt, j'ai une nature qui est unique, j'ai une essence qui est unique. Et beaucoup de femmes, et beaucoup de personnes d'ailleurs, n'ont aucune idée de quelle est cette essence. Ils connaissent très très bien leur rôle et leurs responsabilités, mais ils n'ont pas de relation avec leur essence personnelle. Qui suis-je? Qu'est-ce qui m'intéresse? Où est-ce que je suis bonne? Où est-ce que c'est facile pour moi? Où est-ce que c'est difficile pour moi? Quels sont les domaines? Quels sont les moments, les situations dans lesquelles je me sens le mieux? Je me sens le mieux parce que ça m'intéresse, je me sens le mieux parce que je me sens utile, je me sens le mieux parce que je sens que j'exprime des facettes de moi. Et ça, on n'a pas du tout appris à valoriser ça. On a appris à valoriser nos diplômes, nos CV, on a appris à valoriser nos failles, nos manques, mais on n'a pas appris à valoriser nos forces, notre essence, nos centres d'intérêt. Et ça, c'est une porte, quand on ouvre cette porte, c'est passionnant. C'est passionnant, mais ça peut aussi être déstabilisant parce que quand on n'a pas une bonne confiance en soi, on peut avoir peur d'ouvrir cette porte. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes n'ouvrent pas cette porte de l'introspection parce qu'il y a une part d'elles qui est convaincue qu'elles vont rien trouver de très intéressant à l'intérieur. Il y a une part d'elles qui manque d'estime personnelle et qui se disent: ah bah oui, mais moi, mon essence, il n'y a rien de spécial, je suis ordinaire, je suis juste quelqu'un d'ordinaire, donc ça sert à rien que j'aille voir quelle est ma richesse intérieure parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Par contre, je sais que quand j'aide les autres, j'apporte de la valeur.
Je sais que quand je prépare les repas de mes enfants, que quand je fais les courses, que quand je remplis le dossier à temps, là, je sais que j'apporte de la valeur. Et donc, c'est plus facile d'aller chercher à créer de la valeur pour les autres que de se questionner sur sa propre valeur. Moi, c'est quoi mon essence? C'est quoi ma nature? C'est quoi, qui suis-je? Qui suis-je au-delà de mes rôles? Donc ça, c'est la première chose, c'est ça, parce que quand on apprend à se connaître, nos désirs profonds sont souvent très, très liés à notre essence profonde. Je vais désirer, qu'est-ce que je vais désirer? Qu'est-ce qu'on désire? Dans la vie, ce qu'on désire, c'est on désire s'exprimer. On désire être nous-mêmes. On désire, dans notre travail, avoir un métier dans lequel on est nous-mêmes. Dans notre famille, avoir des relations où on arrive à être nous-mêmes. Dans notre couple, avoir des relations avec nous-mêmes. Avec nos amis, on a envie de s'exprimer. Ce désir d'expression, c'est un désir fondamental. Donc, on a envie de s'exprimer. Et le deuxième désir qu'on a, c'est qu'on a envie de se sentir utile. On a envie d'apporter de la valeur. On a envie de contribuer. On a envie de sentir que quand on s'exprime, quand on est là, eh ben, c'est riche pour les autres. Il y a quelque chose de riche pour les autres qui se passe quand je suis là. Donc, on a ce désir d'expression et on a ce désir de contribution. Alors, ce qui se passe aussi, c'est de réaliser que très, très souvent, ce qui nous bloque le plus dans ce chemin d'introspection, c'est qu'on est beaucoup trop dans notre mental. On est beaucoup trop en train de faire cette introspection avec un filtre du raisonnable, avec le filtre de qu'est-ce que je pourrais faire. Ah bah oui, je voudrais m'exprimer plus dans mon travail. Du coup, on va regarder qu'est-ce que je peux faire et on va regarder toutes les fiches de poste, tous les possibles de quel genre d'autres métiers je pourrais faire qui peut-être me permettrait de m'exprimer un peu plus. Mais on est toujours dans cette démarche qui est la démarche du raisonnable. Je dis souvent, parfois, on veut quitter sa boîte. On est dans un job, on en a marre, on en a ras-le-bol. On veut quitter sa boîte pour trouver un autre job. Et j'aime bien utiliser l'analogie de la boîte. Je quitte ma boîte, c'est une boîte. Et si je veux la quitter, c'est parce que je me sens enfermée dans cette boîte. Cette boîte, elle est trop petite, ou elle me limite, ou elle me contraint, ou elle me reconnaît pas assez, ou il y a quelque chose dans cette boîte qui va pas. Mais quand on est trop avec le raisonnable, on passe d'une boîte à une autre boîte, en fait. On se dit, ah, où est-ce que je pourrais aller? Dans quelle autre boîte je pourrais aller qui pourrait mieux me convenir? On est encore dans une démarche du raisonnable. Pour moi, apprendre à faire cette introspection et apprendre à connaître ce qu'on vaut et ce qu'on veut, c'est un travail de résonance intérieure. C'est pas le raisonnable, c'est la résonance. Et la résonance, c'est pas quelque chose à laquelle on accède avec notre pensée. On ne connecte pas à notre résonance en réfléchissant. On connecte à notre résonance en étant à l'écoute de notre corps. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je pense que une des raisons principales pour lesquelles les femmes aujourd'hui se sentent perdues, moi j'ai des femmes qui viennent me voir, elles me disent, Christine, je suis fatiguée. 1, je suis fatiguée. 2, je suis perdue. Je ne sais plus où donner de la tête. Je suis confuse. Je suis confuse, je suis perdue. Je ne sais pas où je veux aller. Je ne sais plus qui je suis. Et après, elles me disent, j'ai pas confiance en moi. Même si je savais ce que je voulais faire, il y a une part de moi qui pense que je ne suis pas capable de faire ce que j'ai vraiment envie de faire parce que je n'ai pas assez confiance en moi. Et pour moi, une des raisons principales pour laquelle les femmes se retrouvent dans cette situation, c'est parce qu'elles sont coupées de leur corps. Parce qu'elles sont constamment en train de vivre leur vie dans leur tête avec une charge mentale énorme déjà, qui fait qu'il n'y a même pas d'espace pour penser à elles, parce qu'elles pensent tellement aux autres. Et voilà, toujours à se dire, il faut être intelligente, il faut faire des bons choix. Elles vivent dans leur tête et ce qui est en dessous de leurs épaules, ce corps qui est en dessous de leurs épaules, c'est un peu ce truc qui est une contrainte. Le corps, c'est ce truc qu'il faut faire maigrir, il faut qu'il y ait un ventre plat, il faut que ce soit bien habillé, il faut que ce soit en bonne santé. Et voilà, il faut s'en occuper, mais il y a tellement d'injonctions sur la cellulite, le ventre plat, les kilos, le préparer son corps pour la plage. Et puis tellement de messages de mode, il faut acheter la nouvelle paire de bottes à franges, parce que cette année, c'est ça qui est la mode, ou il faut les nouvelles crèmes anti-rides, anti-vieillesse. On a tellement d'injonction sur notre apparence que quand on pense à notre corps, on pense essentiellement à notre apparence. On pense à contrôler notre corps. Donc, il y a celles qui vont contrôler leur corps pour faire des régimes, pour brûler des calories. Il y a celles qui vont carrément, qui vont passer leur temps à juger leur corps. D'accord? Donc, je juge, ton corps n'est pas à la hauteur des attentes de la société, donc tu ne vaux rien. Donc ça n'aide pas du tout avec la confiance en soi. Ou alors, elles vont abuser de leur corps. Quand je dis abuser, c'est-à-dire qu'elles ont tellement de choses à faire et tellement pas assez de temps par rapport à tout ce qu'elles ont à faire qu'elles vont pousser la machine jusqu'à l'épuisement. Là, j'ai une femme qui me disait, que j'ai interviewée, qui me dit, de toute façon, moi, mon corps, c'est un peu comme une machine à laver. Tant qu'elle tourne, on peut enfourner.
D'accord? Donc ça, c'est vraiment la majorité des femmes vont se reconnaître là-dedans. Soit je juge mon corps, soit je contrôle mon corps, soit j'abuse mon corps. Je le pousse à limite, sans me reposer, sans m'arrêter. Combien de femmes disent je me pose jamais dans le canapé pour lire un livre? On se pose jamais dans le canapé pour lire un livre. On est toujours en train de pousser notre corps. Et moi, j'ai l'intime conviction que pour que les femmes reprennent le pouvoir sur leur vie, elles doivent reprendre le pouvoir sur leur corps. Pourquoi? Parce que dans leur corps se trouve leur guidance intérieure. Dans leur corps se trouve leur résonance. Et j'aime autant vous dire que quand une femme sait ce qu'elle veut, quand une femme est très claire sur ce qu'elle veut vraiment dans sa vie, eh ben, en général, elle l'obtient. La difficulté n'est pas d'obtenir ce qu'on veut. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de femmes qui ne savent pas ce qu'elles valent ou ce qu'elles veulent. Et ce qu'on veut et ce qu'on vaut, les réponses à ces questions, elles sont à l'intérieur de nous. Quand on apprend à s'écouter, quand on apprend à s'observer, quand on apprend à remarquer les moments où je sens mon feu intérieur allumé parce que ça m'intéresse ou parce que je me sens engagée dans ce que je suis en train de faire, ou là je suis motivée, ou là je ne suis pas du tout motivée. On a besoin d'être à l'écoute de nos limites et de nos élans. Mais ça, ce n'est pas une démarche raisonnable, c'est une démarche de résonance. En t'écoutant, ça m'a fait penser à ce que dit justement le philosophe Frédéric Lenoir sur le désir. Il dit il y a 2 types de désirs. Il y a les désirs authentiques, ceux que tu décris là avec les aspirations profondes, alignées à qui on est vraiment. Et il y a les désirs illusoires ou imposés par la société, la comparaison ou l'ego, qui eux nous laissent insatisfaits même quand qu'ils sont réalisés. Donc ça correspond à ce que tu dis, au corps, à maigrir, à ces dictats de la société. Et peut-être que souvent on se trompe, on a l'impression que c'est ça nos désirs. Je dois être belle, je dois être mince, je dois être ci, ça. Et en fait, on n'arrive pas du tout à se connecter au désir profond. Il y a peut-être une confusion. On met derrière ce mot désir ces choses qui ne viennent pas de nous, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment du désir, du coup, si c'est imposé par la société. Exactement. Moi, j'ai un indicateur très clair, c'est est-ce que je suis en train de faire des choses par culpabilité? Est-ce que je suis en train de faire du sport parce que je me sens coupable? Est-ce que je suis en train de choisir de manger tel ou tel plat parce que je me sens coupable? La culpabilité n'est pas source de créativité. La culpabilité est source d'obéissance, éventuellement. On obéit aux diktats de la société, mais on n'est pas en train de créer sa vie quand on est animé par la culpabilité. Donc moi, j'aimerais vraiment que les personnes qui nous écoutent soient plutôt animées par la curiosité. Tiens, je me demande qu'est-ce que ça pourrait changer dans ma vie si je faisais plus souvent du sport? C'est pas par rapport à est-ce que je vais perdre des kilos, c'est juste je suis curieuse de voir si je bougeais plus souvent, si j'allais marcher dans la forêt, si j'allais nager à la piscine, si j'allais danser le week-end avec la communauté de danse de ma ville. Je suis curieuse de découvrir qu'est-ce que ça changerait dans ma vie. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Testez, faites-le pendant 3 mois et au bout de 3 mois, vous verrez si c'est une bonne idée de continuer ou pas. Ça n'a rien à voir avec je dois aller marcher parce que faut que je brûle des calories, il faut que je fasse mes 1000 pas parce que ma copine, elle l'a fait, elle a perdu 7 kilos. Alors moi, il faut que je fasse pareil. C'est absolument pas motivant. Et du coup, on fait tout par culpabilité. Du coup, on n'est pas à l'écoute de son corps, on est en train de le juger. Alors que dans cette même marche en forêt, on pourrait être à l'écoute de nos ressentis, on pourrait être à l'écoute de notre cœur, on pourrait être à l'écoute de nos tripes, on pourrait être à l'écoute de notre sexe, on pourrait être à l'écoute de notre corps qui nous parle. Notre cœur nous parle de ce qu'on aime, de ce qu'on aime et de ce qu'on aime. Nos tripes nous parlent de nos limites, de nos élans, de nos intuitions. Et notre sexe nous rappelle que nous méritons d'être comblés. Et il y a la possibilité d'aller à l'écoute de tous ces centres énergétiques. Il y a la possibilité de connecter avec cette part de nous et de ressentir ses limites, de ressentir ses élans, de gagner en clarté sur qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime chez moi? Qu'est-ce que j'aime dans la vie? Comment est-ce que je peux créer une vie où je peux partager le meilleur de moi avec le monde? Est-ce que je peux imaginer une vie dans laquelle je suis comblée? À quoi elle ressemblerait cette vie? Beaucoup de femmes n'osent même pas imaginer, ne savent même pas que c'est possible et qu'elles ont le droit d'imaginer une vie dans laquelle elles sont comblées. Aussi parce qu'on est entouré de beaucoup de négativité. Il y a beaucoup de négativité dans les médias, au téléphone et sur notre téléphone, partout. Donc, on est tellement dans un univers mental de peur, de limitation, de stress, d'angoisse, de dégoût, d'incompréhension. Il y a tellement cette ambiance qui est tellement présente partout autour de nous que c'est compliqué de se dire qu'au milieu de tout ça, on a le droit de se poser la question de à quoi ressemblerait ma vie si je m'accordais la permission
d'imaginer que je mérite d'être comblée. On a du mal à s'imaginer qu'on a le droit de se poser ce genre de questions. On a tout à fait le droit de se poser ce genre de questions. D'ailleurs, si chacun des humains sur cette terre se posait cette question, je pense qu'on serait beaucoup plus orienté sur des axes de vie qui nous permettraient de créer une société bien meilleure. Moi, j'ai développé toute une méthode, la méthode du coaching body mindset, où il y a besoin de libérer le mental, il y a besoin de faire très attention aux informations qu'on absorbe, d'être très vigilante à la place des écrans dans notre vie, d'être très vigilante aux conversations qu'on a et de réaliser qu'en fait, que ce qui rentre dans mon champ de conscience, les informations qui rentrent dans mon champ de conscience, ça va devenir ma réalité, ça va devenir ce que je crois qui est vrai. Or, en fait, à l'échelle de ce qui se passe dans le monde, il y a plein de problèmes, il y a plein de difficultés, il y a plein de souffrances, mais il y a plein d'autres choses. La réalité de la vie, ça n'est pas ce qu'on voit sur notre téléphone, d'accord? Sauf que si on se laisse piétiner dans notre mental par toutes ces informations qui rentrent dans notre champ de conscience, et ben du coup, notre champ de conscience, ça va devenir la réalité de notre vie. Et donc, on ne pourra agir que dans cette réalité. Si on veut activer les possibles, si on veut être créatrice de notre vie, si on veut aligner notre vie avec nos envies, avec nos valeurs, il faut absolument qu'on développe une conscience dans laquelle c'est possible. Donc, on doit libérer l'état d'esprit et on doit aussi aller dans le corps pour se poser les bonnes questions, libérer l'esprit pour pouvoir se poser des questions riches et ensuite libérer le corps pour aller trouver les réponses à ces questions riches dans le corps. Dans ton livre, tu parles beaucoup justement de la gratitude et tu écris « C'est difficile de prendre sa place dans un monde que tu trouves pourri. Nous avons besoin de croire que le monde est bon, qu'on peut l'améliorer et que notre contribution peut faire la différence. » Et oui. C'est vrai que cette phrase, je l'ai trouvée très puissante en la lisant et je me suis dit, c'est vrai que, en fait, face à cette négativité ambiante, on est juste figé, en fait. Ça ne met pas du tout en action. Oui, je dis souvent, on a juste envie d'aller sous la couette et de manger du chocolat. Oui, ou ça aussi, ouais. Voilà, on se dit de toutes les façons, le monde est dangereux, le monde est fichu, le monde est en train de sombrer. Voilà, on se sent tellement impuissante, on se sent peut-être en danger, alors qu'en fait, on n'est vraiment pas si en danger que ça. On est quand même, on vit dans un état de sécurité énorme, surtout, ceux d'entre nous. Moi, je suis en Californie, la majorité des auditeurs de ce podcast vont être en France ou en Europe. On est quand même dans des pays où il y a un niveau de sécurité qui est quand même très fort. Alors, il y a des dangers, je ne dis pas qu'il n'y a pas des dangers, il y en a partout. Mais il y a quand même une très grande sécurité. Et en fait, s'il y a bien un domaine sur lequel on peut agir, c'est notre vie, c'est notre réalité. Je peux agir sur ma famille, je peux agir sur moi, sur ma santé, sur mon travail, sur mes relations. Je peux agir sur ma famille, sur mes enfants. Je peux agir sur ma ville, sur mon entreprise, sur mes collègues, sur mon patron, sur mon environnement de travail. Je peux agir sur mon quartier. Je peux agir sur ma ville. On peut agir. Il y a plein d'endroits où on peut être acteur de ce monde. Mais c'est important de ne pas se laisser hypnotiser et de se laisser croire qu'on est victime et qu'on ne peut rien faire. Comment on avance justement dans la direction de ses désirs et comment justement on fait fi notamment de la peur et de ses parts d'ombre? Tu en parles un peu dans ton livre. Tu as parlé de cette peur d'être illégitime, cette peur de l'échec, de la confiance en soi. Comment on peut avancer vers ses envies tout en ayant ce petit bagage avec soi en fait, en tant que femme? Oui, le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi est quelque chose qui est très très fort et qui est très très présent et qui sera toujours là. En fait, je crois déjà que la première chose, c'est d'arrêter de se dire qu'on ne pourra que avancer quand on n'aura plus le syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, c'est une illusion. Le syndrome de l'imposteur sera toujours là. Vous demandez à n'importe quel athlète, à n'importe quelle personne que vous admirez, actrice, chanteuse, activiste, scientifique, demandez à n'importe quelle personne que vous admirez et vous verrez que ces personnes vivent avec le syndrome de l'imposteur. La différence, ça n'est pas ceux qui ont le syndrome de l'imposteur et ceux qui ne l'ont pas. La différence, c'est ceux qui laissent le syndrome de l'imposteur définir leur réalité et ceux qui ne laissent pas le syndrome de l'imposteur définir leur réalité, prendre le contrôle de leur vie. Donc moi, j'ai une petite analogie que j'aime beaucoup utiliser, qui marche très très bien, qui parle beaucoup quand je raconte cette histoire-là et qui, moi, m'aide beaucoup. C'est de me dire, le syndrome de l'imposteur, il va faire partie de l'aventure.
Je ne peux pas le laisser sur le bord de la route. Je dois l'emmener dans la voiture avec moi. Il va partir, il va faire partie de l'aventure. Et si j'arrivais à le laisser sur le bas-côté, d'une manière ou d'une autre, il arrivera à prendre une autre voiture, à me doubler et à me retrouver à la prochaine station-service. Ça serait extrêmement temporaire si j'arrivais à ce que le syndrome de l'imposteur ne soit pas avec moi. Le syndrome de l'imposteur va faire partie de l'aventure. Il va monter dans la voiture avec moi. Par contre, règle numéro 1, ce n'est pas lui qui prend le volant. Règle numéro 1, ce n'est pas le syndrome de l'imposteur qui prend le volant, c'est vous qui prenez le volant. Règle numéro 2, ça n'est pas non plus le syndrome de l'imposteur qui tient la carte sur le fauteuil du passager. D'accord? Parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous montre la route. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui nous prévienne qu'il va y avoir un virage, qu'il va y avoir un tourment, ou qui nous dise où est-ce qu'on va faire escale pour se reposer. C'est pratique d'avoir un copilote. Ce copilote, ça peut être un coach, ça peut être de suivre une formation. Quel que soit ce qu'on veut se lancer à faire, hein, on veut faire une conférence TEDx, on veut écrire un livre, on veut obtenir une promotion, on veut déménager dans une autre ville, on veut retrouver notre santé, quel que soit notre objectif, la destination qu'on cherche à atteindre. Donc déjà, la première chose, c'est d'identifier une destination, hein, parce que beaucoup de personnes avancent, elles n'ont pas de destination, c'est des roues dans une hamster qui courent et elles vont nulle part. Donc la première chose, c'est de définir une destination. Quand on définit une destination, le syndrome de l'imposteur va se pointer. Moi, j'aime bien dire aux gens, c'est une bonne nouvelle quand le syndrome de l'imposteur est là, parce que ça veut dire que vous êtes en train d'identifier une direction. S'il n'y a pas de syndrome de l'imposteur, ça veut dire que vous n'avez pas de direction. Et que cette direction, elle vous plaît. Cette direction, vous avez vraiment envie de l'atteindre. Parce que c'est pareil, si je fais un trajet et que ça m'est égal si j'arrive ou pas à destination, le syndrome de l'imposteur, il n'a pas besoin de se pointer. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Le syndrome de l'imposteur, il vient quand il y a un enjeu. Donc, si j'identifie une destination et je me dis « Oh là là, ça serait trop cool si j'arrivais à cette destination. Oh, si je pouvais écrire mon livre et aller au bout d'écrire mon livre. Si je pouvais obtenir cette promotion. Si je pouvais me former et faire ce nouveau métier. Si je pouvais retrouver ma santé et retrouver ma forme physique et ma vitalité. Si je pouvais raviver la flamme dans mon couple. Si je pouvais, quelle que soit la chose que vous voulez. C'est très compliqué d'avoir quelque chose que c'est pas ce qu'on veut vraiment. Donc, prendre le temps d'abord d'identifier une destination et de se dire, quand vous allez l'identifier, il y a le syndrome de l'imposteur qui va arriver, qui va dire, mais tu te rends pas compte, c'est bien plus compliqué que tu le penses, mais tu te rends pas compte, tu vas rencontrer plein d'obstacles, mais tu te rends pas compte déjà que tu es fatigué et que tu n'as pas le temps, comment tu vas trouver à faire un truc en plus. Donc, le syndrome de l'imposteur se pointe. Déjà, bonne nouvelle, chouette. Il est là, ça veut dire que je suis en train d'envisager une direction pour ma vie. Quand même bien valider que c'est vraiment une direction que vous avez vraiment envie d'atteindre. Ça va être très compliqué d'atteindre quelque chose que vous n'avez pas vraiment envie d'atteindre. Donc, parfois, il manque des choses. Parfois, je me dis, je croyais que c'était ça, mais en fait, j'arrive pas à me mobiliser dessus. Souvent, quand on n'arrive pas à se mobiliser sur un objectif, c'est souvent parce qu'on ne le veut pas suffisamment. On n'en a pas suffisamment envie. Du coup, de se poser la question, qu'est-ce que je dois changer dans mon objectif pour que j'en ai plus envie ? Peut-être que c'est pas vraiment ce métier-là que j'ai envie de faire. Peut-être que c'est pas vraiment cette formation que j'ai envie de faire. Peut-être que c'est vraiment pas cette chose-là que j'ai envie de faire. Peut-être c'est pas vrai. C'est peut-être pas vraiment avec ce coach que j'ai envie de travailler si j'arrive pas à l'engager ou si j'arrive pas à travailler avec lui. Qu'est-ce qui fait que je le fais pas? Ok. Donc après, on est en chemin, on y va, on a identifié. L'imposteur ne prend pas le volant et l'imposteur ne tient pas la carte. Peut-être qu'on a un coach, peut-être qu'on a décidé de se faire accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait avant ou par quelqu'un qui va pouvoir nous guider pas à pas sur le chemin. Donc, sur le fauteuil du passager, on met quelqu'un d'utile. On met quelqu'un qui va nous aider. On met quelqu'un qui va nous soutenir. On met quelqu'un qui va nous donner une direction, qui va nous aider à éviter les obstacles. Et le syndrome de l'imposteur, lui, il va être sur la banquette arrière. Il va être sur la banquette arrière, bien attaché avec une ceinture de sécurité pour pas qu'il vienne perturber le conducteur. OK ? Et on va lui donner une tablette et un paquet de chips. Et on va essayer de faire en sorte que le syndrome de l'imposteur soit le plus calme possible pendant le trajet. Maintenant, le trajet est long. Et on sait très bien ce qui se passe quand on a un petit imposteur sur la banquette arrière sur un autre trajet. C'est qu'à un moment donné, il va brailler. Il y a des moments donnés où il va brailler. Quand est-ce qu'on arrive? C'est trop long. On n'y arrivera jamais. T'es pas capable. Pour qui tu te prends? Non, mais n'importe quoi. Tu devrais laisser tomber. Voilà. Il est impatient. Le syndrome d'imposteur est très impatient. D'accord? Il comprend pas que ça prend du temps. Il comprend pas que parfois on n'avance pas, qu'on fait des pauses. Non, il n'aime pas tout ça. Donc, il va brailler à l'arrière. Et notre job, ça va être de manager le syndrome de l'imposteur qui est sur la banquette arrière. Vaste programme. Je voudrais revenir aussi au sujet du corps. Tu en as parlé un peu tout au long de l'échange. Comment le corps des femmes peut être un vrai chemin d'épanouissement et comment on peut faire justement pour explorer le corps différemment et se reconnecter à soi et à son essence et en faire aussi une source de plaisir?
Donc, je crois qu'un des principaux problèmes avec la femme et son corps, c'est que notre attention est complètement sur notre apparence. On se lève le matin et la première chose auquel on pense, c'est comment est-ce que je peux être jolie, comment est-ce que je peux être jeune et comment est-ce que je peux être jolie, jeune. Il y en avait un troisième, je ne me souviens plus du troisième. Mince. Mais voilà, mince, voilà, exactement, mince, voilà. Comment est-ce que je peux cacher mes formes? Enfin, tu vois, emballer mes formes au mieux. Comment est-ce que je peux être jolie et comment est-ce que je peux être jeune? Voilà, on se préoccupe de ça. Donc ça, c'est intéressant vraiment de comprendre que ça veut dire que notre attention, elle est à l'extérieur de nous. On se voit à travers ce qu'on croit que les autres voient de nous. Donc l'expérience de qui je suis, je ne me connais pas en fait. Je ne me connais pas. Je ne me vois à travers ce que je pense que les autres voient de moi. Donc ça déjà, c'est la première chose qu'il faut arrêter. Et il faut se dire, l'objectif, ça n'est pas à quoi je ressemble. L'objectif, c'est ce que je ressens. Est-ce que le matin quand je m'habille, est-ce que ce que je porte, je me sens bien dedans? Est-ce que les formes, les couleurs, mais qu'on se préoccupe de nos ressentis, pas de notre apparence. Donc ça déjà, c'est la première étape. Je m'occupe de mes ressentis. Quand je me pose la question de qu'est-ce que je vais manger, c'est pas est-ce que ça va me faire grossir ou est-ce que ça va pas me faire grossir, c'est est-ce que je remarque que quand je mange ça, je me sens bien. Après l'avoir mangé, forcément dans la bouche, on va préférer du gras, du sucre au moment où on mange. Mais quand je mange ces aliments-là, est-ce que je remarque que je me sens mieux? Mon ressenti de mon corps est plus joyeux, est plus agréable, est plus confortable. Moi, j'ai compris ce que ça voulait dire d'être bien dans sa peau. Je pensais qu'être bien dans sa peau, c'était je me regarde dans le miroir et j'aime ce que je vois. Ah, je suis bien dans ma peau. Et non, c'est pas ça du tout, être bien dans sa peau. Être bien dans sa peau, c'est être bien dans sa peau. C'est dire, ah, j'aime être dans ce corps. Dans ce corps, j'ai une expérience qui est agréable. Je suis bien dans ma peau. C'est ça que je souhaite pour les femmes, d'être bien dans leur peau. Qu'est-ce qui doit changer dans nos modes de vie pour qu'on arrive à être bien dans notre peau? Première chose, on ne dort pas assez. Beaucoup trop de femmes ne dorment pas assez, dorment mal. Soit elles dorment mal parce que quand les enfants sont petits, on est réveillé la nuit et ça perturbe notre sommeil. Peut-être qu'après, on a du mal à retrouver un sommeil. Ensuite, on s'inquiète, on écoute tous les bruits. On a la tour de contrôle qui est constamment allumée à essayer de voir. Dès qu'il y a un bruit dans la maison, on se réveille. Après, quand on commence peut-être à dormir un petit peu mieux, il y a les soucis du travail parce que peut-être qu'on prend un peu plus de responsabilité au travail, les soucis du travail. Et après, il y a la chute hormonale. Après les 40 ans, les hormones qui commencent à chuter et là on tolère beaucoup moins le stress et à nouveau on dort mal. Donc première chose, très compliqué d'être bien dans son corps quand on dort mal. Donc prendre son sommeil en priorité, de se dire qu'est-ce que je dois changer. Il y a plein de ressources, il y a plein de choses qu'on peut faire pour mieux dormir, pour moins être stressé au moment de s'endormir, pour moins manger avant de s'endormir, pour pas avoir à digérer pendant qu'on dort. Il y a plein de choses à faire pour améliorer son sommeil. Ça c'est la base numéro 1. Numéro 2, c'est le mouvement. Comment est-ce qu'on peut espérer être bien dans notre peau, être connecté à nos ressentis quand on ne bouge pas? On passe nos vies allongés sur notre lit, assis à notre chaise, que ce soit pour manger ou pour travailler, ou dans la voiture, ou dans le bus, ou dans le métro. Et sinon, on court partout. On court partout pour satisfaire les besoins de tout le monde, mais on n'a jamais d'expérience d'être dans le ressenti, dans le mouvement de notre corps. Donc, ramener le mouvement dans nos vies. Ça peut être du mouvement avec un objectif de faire travailler notre cardio ou du mouvement avec un objectif de renforcement musculaire. Mais aussi, pour moi, il y a 3 sortes de mouvements. Il y a le mouvement pour le cardio. C'est le mouvement, il faut faire travailler le cœur parce que c'est important. Le mouvement pour le renforcement musculaire, c'est important aussi, notamment pour les femmes après 40 ans parce qu'on a une fonte musculaire et du coup, on peut avoir des problèmes d'os et des problèmes de posture et plein de difficultés qui peuvent nous arriver plus tard si on ne renforce pas nos muscles. Mais il y a la 3e forme de mouvement qui est vraiment la forme du mouvement juste parce que c'est agréable d'être dans un corps. Parce que j'ai un corps et donc quand je danse, quand je me caresse, quand je m'étire, quand je fais de la relaxation, quand je fais du tai chi, quand je fais du qigong, je développe ma capacité à être présente à mon corps et aux énergies qui sont à l'intérieur de moi. Il y a tout un univers énergétique à l'intérieur de soi. On a une intelligence intellectuelle et on a un univers mental qu'on a beaucoup appris à développer, mais on ne s'est pas du tout interrogé à toute cette dimension énergétique, sensuelle, érotique à l'intérieur de nous. On a plein d'énergies à l'intérieur de nous qui sont déjà, extrêmement agréables à ressentir. Donc, ça nous fait énormément de bien sur notre santé mentale, sur notre santé physique, sur notre système nerveux, d'être en présence de nos énergies intérieures. Donc, déjà, il y a beaucoup de santé là, juste là.
Et à travers nos énergies intérieures, il y a beaucoup de sagesse. Dans notre tête, il y a une intelligence, mais dans notre corps, il y a une sagesse. Il y a une sagesse, notre corps nous parle et notre corps nous dit ce qui va bien et nous dit ce qui va pas bien. Notre corps nous parle de nos limites, notre corps nous indique nos élans, nous dit, ça, regarde, ça t'appelle, ça, il y a de l'énergie là. Et le corps nous dit, là, il n'y a pas d'énergie. Là, il y a du stress. Là, il y a de l'angoisse. Là, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour toi. Arrête, pose une limite, sors de cette situation. Il y a plein de choses. Et ça, on accède à ça quand on est à l'écoute de son intérieur. Donc moi, j'encourage vraiment les femmes je suis une grande proponente de la danse, mais pas la danse jazz où il faut suivre une chorégraphie et il faut être conforme. Pas une danse de conformité où il faut que tout le monde fasse pareil. Vraiment une danse de liberté. Tout ce qui est danse libre, je suis une grande proponente de ça. La marche en nature seule aussi, j'encourage vraiment les femmes à aller en nature, marcher toute seule. Moi, j'ai fait ça hier. Je suis allée marcher, j'ai emmené de la peinture, je me suis mis au pied d'un arbre, j'ai mis de la musique, j'ai peint sous les arbres et se connecter à la nature, se connecter au chant, à la musique, à la peinture, toutes ces activités qui nous amènent à être à l'écoute de ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est très précieux. Et après, il y a tout le volet de la sexualité. Quand on parle du corps de la femme, on ne peut pas éviter de parler de la sexualité. Aujourd'hui, la sexualité des femmes est très souvent endormie. Elle est endormie. Beaucoup de femmes disent que la sexualité ne les intéresse pas ou ne les intéresse plus. Ça les a peut-être intéressées quand il s'agissait de procréer, ou peut-être ça les a intéressées à un moment donné de leur vie où voilà, elles avaient une libido forte. Et beaucoup de femmes me disent aujourd'hui, moi, c'est complètement endormi, ça ne m'intéresse plus. Et moi, je pense qu'en grande partie, une des raisons pour lesquelles la sexualité n'intéresse pas les femmes ou n'intéresse plus les femmes, en tout cas pas de manière durable, c'est parce que la sexualité qui nous est proposée nous ennuie. Et en fait, il y a toute une autre forme de sexualité. On a aujourd'hui une sexualité, la sexualité qui nous est proposée dans l'univers, dans le conscient sociétal, notamment avec toute la pornographie, est une sexualité qui est extrêmement limitée. En fait, c'est une voie, c'est une vraie voie, c'est une vraie forme d'expression de la sexualité, mais il y a bien plus. Il y a des vallées entières à explorer au niveau de l'érotisme, au niveau de la sensualité, au niveau de comment l'énergie sexuelle peut circuler dans le corps d'un être humain et comment deux énergies sexuelles ou plus peuvent se rencontrer dans une expérience sexuelle. Je pense que la sexualité, pour moi, c'est le rappel que nous sommes des êtres énergétiques. C'est le terrain de jeu de l'énergétique. Dans la sexualité, on est sur un terrain de jeu d'aller explorer notre dimension énergétique personnelle et notre dimension énergétique de rentrer en relation énergétique avec quelqu'un d'autre. Et il y a quelque chose de profondément satisfaisant à vivre là. Sauf que la pornographie, aujourd'hui, nous avons une sexualité qui est mécanique. D'accord ? Et cette sexualité mécanique, aujourd'hui, elle demande pour beaucoup de femmes trop d'efforts par rapport à ce qu'elles en retirent. Et donc, le rapport effort-résultat n'est pas suffisant pour qu'elles aient envie de se mobiliser pour explorer. Je pense que ça fait un très bon mot de la fin, Christine. On a commencé par le mental, on finit par le corps, la sexualité. La boucle est bouclée, j'ai envie de te dire. Merci infiniment pour cet échange super intéressant, très riche. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cette heure ensemble ? Que les femmes méritent d'être comblées, mais que ça doit commencer par elles. Elles doivent arrêter de tolérer de ne pas l'être. Elles doivent arrêter. Et quand je dis arrêter de tolérer, ça ne veut pas dire qu'elles doivent faire des révolutions autour d'elles. C'est d'abord de sentir à l'intérieur de soi, ceci ne me convient pas. Et donc, je ne suis pas là pour pointer du doigt les coupables. Je suis là pour trouver des solutions. Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie ? Qu'est-ce qui me comblerait ? Qu'est-ce qui me rendrait heureuse ? Qu'est-ce qui serait plus satisfaisant pour moi ? Et parfois, on a besoin d'apprendre des choses. Parfois, on a besoin de guérir des plaies, de soigner des parts d'ombre. Parfois, on a besoin de découvrir des nouveaux possibles. Je remarque très souvent que la raison pour laquelle on vit une vie qui peut nous sembler limitée ou limitante, c'est parce qu'on manque d'imagination. On manque d'imagination parce qu'on est dans un univers très fermé sur ce qu'on croit qu'est possible. Sur ce qu'on croit qu'est possible dans la vie et dans notre vie. Donc, ouvrir son imaginaire et oser activer la force créatrice qu'on a en nous pour devenir créatrice de notre vie. Et ça veut dire aussi accepter de se dépasser. Et se dépasser, ça veut dire accepter d'avoir peur de se planter, accepter d'avoir peur de ne pas y arriver, se mettre en danger. C'est aussi ça, s'épanouir. Le développement personnel, c'est pas juste lunettes roses et choudoudou. C'est aussi apprendre à se mettre en danger, apprendre à prendre des risques pour challenger sa vie, pour se challenger,
remettre sa vie à flot. Moi, je vois beaucoup de femmes qui sont au port avec leur bateau, avec le navire bien amarré. Alors là, c'est solide, il y a un équilibre, sauf qu'elles s'ennuient dans leur vie. Elles s'ennuient. Votre bateau, vous êtes censé être en mer, vous êtes censé prendre des flots, vous êtes censé prendre des vagues et vivre des aventures. Et moi, voilà, ce que je souhaite comme mot de la fin, c'est que les femmes réalisent qu'elles peuvent partir en mer. Elles peuvent partir en mer, elles ont les ressources nécessaires pour partir en mer. Mais par contre, parfois, c'est intéressant de ne pas être seule. Et il y a quelque chose de très puissant, c'est quand les femmes se retrouvent entre elles, entre femmes, et qu'elles se soutiennent, et qu'elles se tirent les coudes, et qu'elles naviguent ensemble. Ça, c'est voilà, la sororité est une clé très puissante. On n'en a pas parlé, mais c'est une clé très, très puissante pour oser avancer et oser se lancer. Merci pour ces beaux messages, Christine. J'espère que ça plantera des graines. Où est-ce qu'on te retrouve ? On peut me retrouver sur mon compte Instagram, Christine Levicky. Et puis sinon, il y a mon site internet, Christine Levicky. Mais sur mon compte Instagram, il y a aussi mon Linktree sur le compte Instagram. Vous pouvez regarder tout ce que je propose. Je vous propose régulièrement des conférences, des choses un peu partout. Procurez-vous mon livre, Femme fière, libre et puissante, paru aux éditions Erol. Un livre dans lequel je partage les 4 révélations pour ne plus être domestiquée par les dictats de la société. Merci infiniment, Christine Levicky, pour cet échange vraiment inspirant. C'était une joie d'échanger avec toi. Merci à toi. Belle journée. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.